On a souvent l'impression d'être maître de nos actions, n'est-ce pas? Mais et si, en réalité, beaucoup de nos habitudes, de nos réactions les plus spontanées, étaient le résultat d'un apprentissage invisible? C'est ce qu'on explore aujourd'hui, le behaviorisme, la science qui décrypte les mécanismes cachés de notre comportement. On connaît tous ce son. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'une simple notification de téléphone a ce pouvoir quasi magique de capter toute notre attention instantanément? Eh bien, figurez-vous que la réponse se cache dans une théorie psychologique qui a plus d'un siècle. Pour piger le truc, il faut revenir à la base, à l'idée centrale du behaviorisme. Et cette idée, elle est simple. Tout comportement, absolument tout, s'apprend. C'est un jeu constant d'action et de réaction, des mécanismes qu'on peut observer et surtout analyser. Bon, le behaviorisme, concrètement, c'est quoi? Il faut se replonger au début du XXe siècle, avec des pionniers comme Pavlov, Watson et Skinner. Leur idée à l'époque était carrément radicale. Ils ont dit « Stop ! Pour comprendre comment on apprend, on va se concentrer uniquement sur ce qu'on peut voir et mesurer, le comportement. Tout le reste, les pensées, les émotions, tout ça est mis de côté. C'est ça leur fameuse boîte noire. » Ce concept de boîte noire est super important. En gros, pour un behavioriste, ce qui se passe dans notre tête, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est la relation directe entre un stimulus, c'est-à-dire ce qui déclenche une action, et la réponse, le comportement qu'on peut observer. C'est une approche très terre-à-terre en fait. Une entrée, une sortie. Pour prendre une image, c'est un peu comme si on regardait un match de tennis, mais en se fichant complètement de la stratégie des joueurs. Les behavioristes, eux, ils se concentrent sur les coups, les déplacements, les points marqués, bref, toute l'action visible. Mais les plans, les doutes, tout ce qui se passe dans la tête des athlètes, ça reste en dehors du terrain d'analyse. Et le premier grand nom qui a vraiment ouvert la voie, c'est Ivan Pavlov. Son expérience est devenue légendaire, et pour cause, c'est elle qui a mis en lumière un mécanisme absolument fondamental de l'apprentissage, l'association. Alors, comment ça marche? Tout commence pour un truc super simple, une évidence. On prend un chien, on lui montre de la nourriture, c'est ce qu'on appelle un stimulus inconditionnel. Et qu'est-ce qui se passe? Forcément, il salive. C'est une réaction automatique, biologique, complètement innée. Maintenant, deuxième étape. Pavlov a introduit un son de cloche. Au début, pour le chien, ce son ne veut absolument rien dire. C'est un bruit comme un autre, donc aucune réaction. Ce son, c'est ce qu'on appelle un stimulus neutre. Et c'est là que la magie opère. Juste avant, mais vraiment juste avant de donner la nourriture, Pavlov fait sonner sa cloche. Il le fait encore, et encore, et encore. Lentement mais sûrement, le cerveau du chien commence à faire le lien, à connecter deux choses qui, à la base, n'avaient rien à voir, le son de la cloche et l'arrivée du repas. Et là, le résultat est spectaculaire. Au bout d'un certain temps, le simple son de la cloche, tout seul, suffit à faire saliver le chien, même sans voir la moindre miette de nourriture. Le stimulus qui était neutre est devenu un stimulus conditionnel. Et voilà, c'est ça le conditionnement classique, un apprentissage qui se fait par pure association. Ok, donc on a vu l'apprentissage par association, mais on n'apprend pas que de manière passive. Un autre géant du behaviorisme, B.F. Skinner, va nous montrer que ce sont surtout les conséquences de nos actions qui viennent sculpter nos comportements. Et pour le prouver, Skinner invente un truc assez ingénieux, la fameuse boîte de Skinner. C'est simple. On met un rat à l'intérieur. S'il appuie sur un certain levier, hop, il reçoit de la nourriture, une récompense. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, très vite, le rat pige le système. Il apprend quel comportement il doit adopter pour avoir le plus de récompenses. Alors Skinner a classé tout ça en 4 grandes catégories. Si on veut qu'un comportement se répète, on peut soit ajouter un truc sympa, c'est le renforcement positif, comme donner une friandise, soit on peut retirer un truc pénible, c'est le renforcement négatif. L'exemple parfait, c'est le bip de la ceinture de sécurité qui s'arrête seulement quand on la boucle. Et à l'inverse, si on veut qu'un comportement cesse, on peut ajouter une punition, comme une corvée, ou alors retirer un privilège, comme confisquer le téléphone. Bon, tout ça, c'est un peu théorique, on est d'accord, mais concrètement, dans la vraie vie, où est-ce qu'on retrouve ces principes de conditionnement? Eh bien, la réponse est un peu folle, absolument partout. Vraiment. Réfléchissez-y une seconde. Les bons points à l'école, c'est du renforcement positif pur jus. La petite musique entraînante dans une pub qui nous fait associer un produit à un sentiment de bien-être, ça, c'est du conditionnement classique. Et pour revenir à nos fameuses notifications, elles fonctionnent comme des récompenses aléatoires, une technique redoutablement efficace pour nous faire revenir. Ces principes sont partout, même à la base de nombreuses thérapies. Évidemment, comme toute grande théorie, le behaviorisme n'est pas parfait. Il a complètement révolutionné la psychologie, c'est un fait, mais il a aussi ses angles morts, ses limites. Alors faisons un peu le point là-dessus. Du côté des points positifs, le behaviorisme a vraiment apporté une rigueur scientifique à la psychologie. Le fait de se baser sur l'observation, ça a permis de développer des méthodes très concrètes pour modifier certains comportements.
Mais, et c'est un gros mais, sa plus grande limite, c'est d'ignorer complètement ce qui se passe à l'intérieur de la boîte noire. La pensée, la conscience, tout ça est mis de côté. Et ça peut mener à un apprentissage un peu superficiel, qui dépend juste des récompenses et qui peut manquer de sens. Donc pour résumer, le behaviorisme nous donne des clés hyper puissantes pour comprendre le comment on apprend. Il nous montre à quel point notre environnement façonne nos actions, mais il laisse une question fondamentale en suspens. Si nos comportements ne sont que la partie visible de l'iceberg, alors qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de cette fameuse boîte noire? C'est justement cette question qui va ouvrir la porte à toutes les autres révolutions en psychologie.